Bonjour à tous, nous sommes en direct de Marseille pour vous présenter une nouvelle conjoncture immobilière dans les Bouches-du-Rhône. Le premier trimestre 2021 vient de s'achever. Prenons donc le temps ensemble d'en analyser les chiffres et les tendances grâce aux membres de l'OIP. Cyril Cartagena, bonjour. Vous êtes le président de l'OIP des Bouches-du-Rhône. Que doit-on retenir de ces 3 premiers mois qui viennent de s'écouler ? Les chiffres que vous avez sont-ils annonciateurs d'une confiance qui serait enfin prête à revenir ? Elsa Charbit, bonjour. Les 3 premiers mois de l'année 2021 ont confirmé les tendances de l'année 2020. Nous avions noté lors du précédent baromètre de conjoncture que le marché de l'ancien se portait très bien, que également la vacance locative avait tendance à se réduire. Ce sont des tendances qui se confirment sur le premier trimestre pour la bonne et simple raison qu'il manque de stock sur tous les secteurs de l'immobilier, aussi bien dans le secteur du neuf que dans le secteur de l'ancien et également dans le secteur locatif. Nous avons une demande qui est très soutenue avec une arrivée de nouveaux métropolitains, bien souvent des gens qui arrivent de régions parisiennes. C'est un phénomène qui est notable, qui contribue à faire augmenter les prix de l'immobilier. Les Marseillais aujourd'hui ont plus de difficultés à se loger dans leur ville et partent à la périphérie à la recherche d'un extérieur. Ça, ce sont les effets du Covid et du confinement, et parfois même sur les extérieurs de la métropole. On note depuis une année une tendance à la diminution du nombre d'habitants de la métropole Aix-Marseille, ce qui est un phénomène que nos élus et politiques doivent prendre en compte, notamment pour penser la politique de l'habitat et du logement et de l'urbanisme sur notre métropole. Donnons maintenant la parole aux représentants des fédérations qui, autour de vous, composent l'OIP des Bouches-du-Rhône. Et d'ailleurs, on va débuter avec vous, puisque, je le rappelle, vous êtes également vice-président de l'UNIS Marseille-Provence et allez donc nous parler, cette fois-ci, pour le marché locatif. Vous constatez sur Aix et Marseille une réduction des délais de relocation. Comment interprétez-vous ce phénomène, Cyril Cartagena ? On l'interprète par le fait que les stocks, je le disais, sont historiquement bas. On l'interprète par le fait qu'au début des années 2010, la loi Sellier est venue apporter un afflux de logements neufs sur le marché et que tous les investisseurs qui ont investi en loi Sellier, aujourd'hui, dès que leur engagement de location de 9 ans est atteint, qui est une obligation fiscale, se mettent à vendre leurs biens plutôt que de les conserver. Donc dès que les appartements sont libérés, on a une tendance effectivement à la vente de ces biens, leur retour sur le marché, mais pas forcément en tant qu'immobilier locatif, puisque nous avons des primo-accédants qui achètent ces biens ou des occupants. Donc c'est un problème, c'est un phénomène marqué. La loi Pinel qui est venue remplacer le dispositif fiscal de la loi Sellier ne contribue pas à contrecarrer ce phénomène. Donc les investissements qui sont réalisés en loi Pinel aujourd'hui ne sont pas suffisants en nombre et en volume pour augmenter ce stock de logements. On a eu également ces dernières années un reflux du marché locatif traditionnel vers le saisonnier et vers l'Airbnb. Aujourd'hui, il y a un retour en arrière sur ce phénomène du fait effectivement du confinement, du fait de ce que nous avons vécu et de la crise sanitaire. La demande est soutenue, elle vient de l'extérieur de Marseille, elle vient également de personnes qui n'arrivent pas à se loger en achetant dans l'ancien comme en achetant dans le neuf. Et donc c'est une vraie problématique puisqu'il se reporte sur le marché locatif. Les délais de relocation effectivement diminuent, aussi bien sur Aix que sur Marseille. La vacance locative est historiquement basse. On parle de 3,5 à 4%, ce qui est un niveau très très bas de vacances locatives. Merci beaucoup, Cyril Cartagena. Thierry Moilic, bonjour. Vous êtes directeur de la DIL des Bouches-du-Rhône et à ce titre, vous animez l'Observatoire des loyers pour le compte du ministère du Logement et tout cela en partenariat avec la FNAIM des Bouches-du-Rhône. Qu'est-ce que la crise sanitaire a donc changé dans le comportement des locataires ? La crise sanitaire révèle plusieurs choses. La première des choses, c'est que nous sommes sur un marché tendu. On a une offre locative privée qui est insuffisante par rapport à la demande. Pourquoi ? Tout simplement parce que les locataires en place n'ont pas muté, ne sont pas partis. Par ailleurs, on a une demande qui s'oriente vers des logements avec un extérieur. Et probablement, y aura-t-il une tension également sur ce type de biens.
Mais ceci dit, on n'a pas observé une augmentation significative des impayés de loyer. Des retards tout au plus qui ont été réglés au fil du temps. Par contre, les bailleurs veulent plus de sécurité et ils transitent tous par une garantie de loyer impayé. Un changement également dans le profil des investisseurs. Ils sont plus jeunes et ils souhaitent une rentabilité rapide, forte. Ils s'orientent certes vers le Pinel, mais commencent à réfléchir également à de la location saisonnière. Enfin, des conséquences de la crise sanitaire également sur les travaux. Les travaux ont pris du retard, liés notamment à une pénurie de plombiers, d'électriciens, et on peut imaginer que le coût des travaux sera plus important dans les mois à venir. Voilà les principaux enseignements de l'Observatoire local des loyers. Merci beaucoup Thierry Ouali. Pascal Gallard, bonjour, je suis ravie de vous accueillir et c'est au nom de l'AR HLM PACA que vous allez nous parler. Vous en êtes, je le précise, le directeur. Les objectifs sociaux ont été renforcés. Que pouvez-vous nous en dire ? Alors, quand on dit que les objectifs sociaux ont été renforcés pour le logement social, on évoque deux choses. La première, c'est un objectif global de production en 2021 qui est fixé pour les Bouches-du-Rhône à 5060 logements. C'est un objectif très important puisque l'an dernier, année particulièrement difficile, nous avons terminé l'année avec 2422 logements agréés. Donc il y a eu un recul qui ne faisait que confirmer 3 années consécutives de recul de l'activité. Et puis le deuxième aspect sur les objectifs sociaux, c'est que dans cet objectif de 5060 logements à réaliser en 2021, il doit y en avoir plus du tiers qui sont des logements à vocation très sociale, c'est-à-dire ce qu'on appelle les PLAI, qui ont des loyers bas et qui bénéficient d'aides renforcées de l'État. Le logement social connaît une forte demande. Est-on ici, localement, dans notre région, capable d'y répondre ? Alors, dans notre région et en particulier dans notre département, on a une tension très importante. On a à peu près, à la fin de l'année 2020, 85 000 demandeurs qui étaient enregistrés. Et chaque année, on a une capacité d'accueil qui est de l'ordre de 10 000 ménages dans le parc HLM. Ça signifie que si on arrêtait d'enregistrer des demandeurs supplémentaires, il faudrait à ce rythme à peu près 8 ans pour absorber la totalité de la demande. Pour comparaison, au niveau national, on est à 4. On a 4 années de stock de demandes en attente. Donc on est vraiment dans une région, dans un département très tendu du point de vue de la demande de logement social. Alors, la question qui se pose cette année, c'est réussirons-nous à atteindre les 5060 logements que le comité régional de l'habitat a fixés pour l'année. Ce sera très difficile pour de nombreuses raisons. Parce que même si en 2020 on a eu des facteurs exceptionnels comme la crise sanitaire et les élections municipales, on est confronté en 2021 à des nouvelles équipes de gouvernance locale qui sont en train de se mettre en place et qui ont à répondre à des injonctions contradictoires. L'État leur demande de produire beaucoup de logements sociaux et en même temps, l'État leur demande de faire attention à leur consommation foncière et à ne pas développer un urbanisme trop important. Donc il faut que les équipes qui sont en place trouvent un équilibre entre ces deux aspects. Et puis on a traditionnellement une frilosité des collectivités locales à l'égard du logement social. Et là, cette frilosité, elle vient de nombreuses questions qui sont en particulier tout ce qui peut concerner la demande et les attributions de logements dont la réforme est en cours aujourd'hui et que les maires vivent souvent comme un dessaisissement de leur pouvoir, de leur droit de regard sur les décisions d'attribution de logements, alors que ce sont des logements qu'ils autorisent sur le territoire de leur commune. Merci beaucoup Pascal Gallard. Jean-Noël Léon, bonjour. Vous êtes président de la FPI Provence. On va donc maintenant parler avec vous du logement privé. Les demandes sont fortes.
Que peut-on dire du stock ? Bonjour Elsa, donc écoutez, on a connu au premier trimestre 2021 un fort rebond en termes de mise en vente, donc ce qui était plutôt une bonne nouvelle et qui est à mettre en trompe-l'œil par rapport, je dirais, à l'effet de seuil, c'est-à-dire d'où nous venons, c'est-à-dire d'une année de crise 2020 où en fait les stocks étaient plutôt, je dirais, sur un stock moyen de l'ordre de 10 à 12 mois en fonction des périmètres. On voit que les volumes de vente ont fortement augmenté au premier trimestre, de l'ordre de 2,2, c'est-à-dire de 2 fois, je dirais, ce qu'on a connu au premier trimestre 2020. Et ce, sur l'ensemble du périmètre Bouches-du-Rhône, Var. La conséquence, c'est qu'il y a eu une augmentation très très forte des ventes en bloc investisseurs sur ce stock mis en vente. Et malheureusement, le phénomène de ces permis de construire qui sont encore, je dirais, gelés pour beaucoup de communes, ou en tout cas on n'a pas retrouvé le rythme d'avant-crise, on voit que le stock est directement répercuté et directement touché par cette raréfaction, je dirais, d'emballement au niveau commercial, puisque la demande est très très forte. Et le stock, lui, reste, je dirais, très flat, puisqu'on voit que les baisses de stock sur l'ensemble du périmètre Bouches-du-Rhône-Var est de l'ordre de moins 24%. On est sur les Bouches-du-Rhône à peu près sur une baisse du stock d'environ de moins 30%. Sur Marseille, nous sommes sur une baisse de stock de moins 40%. Et sur Aix-en-Provence, par contre, on voit que les stocks sont, je dirais, relativement, stables, voire plutôt en progression de l'ordre de plus 20%. Pouvez-vous nous dire un mot sur la répercussion que cela a sur les prix ? Oui, puisqu'en fait, on voit que tous ces chiffres qui sont collectés montrent qu'en fait, on est sur des stocks moyens qui sont de l'ordre de 5 à 6 mois. Donc, on est sur des stocks ultra tendus. Sur l'ensemble du périmètre que nous avons observé avec l'OIP, on a pu constater que Bouches-du-Rhône et Var, les prix ont augmenté de l'ordre de 7%. Sur Marseille, les prix ont augmenté eux aussi de l'ordre de 5%, donc c'est-à-dire que nous sommes sur un prix moyen de 5 161 € du mètre carré. Sur Aix-en-Provence, pareil, on voit que les prix sont plutôt stables de par, je dirais, la corrélation du stock qui lui a toujours été maîtrisé, donc on voit bien que cette, je dirais, relation entre le stock qui est suffisamment, je dirais, fourni sur les marchés permet de stabiliser les prix. Et contrairement aux autres marchés sur l'ensemble des Bouches-du-Rhône, donc le prix moyen des Bouches-du-Rhône est passé à plus 7% cette année. Donc on est à 5 112 € du mètre carré, parking inclus, ce qui est un record absolu. Absolument. Merci beaucoup, Jean-Noël. Merci Elsa. Et nous continuons ce tour d'horizon avec la maison individuelle et nous accueillons Bruno Guerra qui est vice-président régional Pôle Habitat FFB. Que peut-on dire de la maison individuelle, du prix moyen d'un terrain constructible pour le territoire régional ? Le marché de la maison individuelle, il est bas actuellement. On construit à peu près 5000 maisons par an alors qu'on en faisait plus de 10 000 il y a 10 ans. Ça vient essentiellement du coût du foncier. L'enquête sur le prix des terrains à bâtir qui sort chaque année au niveau national indique un prix moyen à 155 000 € en PACA. C'est le plus élevé de France, plus élevé qu'en Île-de-France. C'est plus du double de la moyenne française. Pourquoi on en est arrivé là ? C'est la restriction des terrains constructibles. Et ce prix du terrain, il faut le rapporter au revenu moyen des habitants de la région. Ce qui fait que dans la moyenne en France, il faut à peu près 2 ans de salaire moyen pour acheter un terrain. En région parisienne, c'est 2 ans et demi. Dans notre région PACA, c'est 3 ans et demi. Alors on peut être fier, on peut dire qu'on a la plus belle région de France, on peut s'enorgueillir d'être la région la plus attractive. Mais il faut penser à nos familles aussi, à nos jeunes qui veulent faire une famille, qui veulent que leurs enfants soient élevés avec un petit jardin. Et là, qu'est-ce qu'on leur offre ? En fait, on leur interdit de faire ce que nous avons fait. La transition écologique s'impose à tous et bien évidemment aussi dans votre secteur, ce qui nous amène à réfléchir au mode d'aménagement et de développement. Que pouvez-vous nous en dire ? Alors, on est convaincu que la transition écologique est nécessaire, que ce soit en termes de réchauffement climatique ou de réduction de biodiversité. Le gouvernement, d'ailleurs, a annoncé une orientation très claire sur le zéro artificialisation nette, il y a maintenant 2 ans. Sauf que c'est une notion qui est assez délicate à préciser quand on arrive vraiment dans le détail de son application. Un terrain agricole est-il artificialisé ou pas ? Alors on a décidé que non. Voilà, une allée en tout venant, est-ce que c'est artificialisé ? Bon, on peut en discuter très longtemps. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que les PLU se durcissent encore. Qu'est-ce qu'on doit penser quand on voit en zone urbaine
des réglementations de PLU qui limitent la constructibilité à l'emprise au sol à 5% du terrain. C'est-à-dire que vous achetez un terrain de 1000 m², vous avez droit à 50 m² d'emprise au sol, ça vous fait un terrain de 80 m². Alors, d'un côté, on dit qu'il faut faire de la densité. Certains disent que ça coûte moins cher, mais c'est pas vrai. Il suffit de comparer les coûts de construction en zone dense et les coûts des collectivités locales en zone dense par rapport aux zones plus détendues. Et au sortir d'une année de confinement quasiment, les populations ne souhaitent pas beaucoup de densité. Les friches industrielles, bien sûr que c'est une piste qu'il faut suivre, mais ça restera limité. En tout cas, nous, Pôle Habitat, Fédération française du bâtiment, on a une demande, c'est qu'on représente des entreprises dans chaque commune de la région. Et à ce titre, on voudrait bien contribuer aux décisions d'orientation d'urbanisme. C'est-à-dire que quand il y a des discussions, des débats, on pense qu'on connaît le sujet, on rencontre des clients tous les jours, on rencontre des familles tous les jours qui veulent se loger, et je pense qu'on peut les représenter. Eh bien, j'espère que vous serez écoutés. Merci beaucoup, Bruno Guérin. Merci à vous. Nous continuons ce tour d'horizon avec les notaires. Carole Bataillard, bonjour. Vous êtes notaire et vous représentez la Chambre des notaires. Votre profession peut toujours apporter un autre éclairage sur les transactions qui sont effectuées et qui se sont effectuées pendant ce premier trimestre 2021. De façon globale, Carole Bataillard, que peut-on dire ? Le volume des transactions ne cesse d'augmenter. Toutefois, on rencontre une pénurie de biens à vendre, qu'il s'agisse d'appartements anciens ou de maisons individuelles. Donc les prix ont tendance à augmenter et on remarquera que c'est une clientèle extérieure au département et à la région qui vient s'installer principalement ici. Les prix augmentent, mais de façon pas forcément généralisée. Sur la commune de Marseille, on a des quartiers, mais très localisés, où on a des augmentations de prix supérieures à 15%, alors qu'on a quelques quartiers où les prix continuent à baisser, malgré tout. On a donc affaire à des micro-quartiers. Tout à fait. En ce qui concerne les maisons et la périphérie de Marseille, quelles que soient les zones, effectivement, on s'aperçoit que les biens supérieurs à 700 000 € sont achetés par toujours une clientèle extérieure au département. Les locaux ayant très peu tendance à bouger, n'ayant pas la certitude, certes ils peuvent faire une plus-value, mais ils n'ont pas la certitude de retrouver un bien équivalent à ce qu'ils avaient. On peut noter des discordances tout à fait inexplicables, notamment dans le 7e arrondissement, le prix des maisons, on trouvera une maison de ville de 100 m² habitable sur un terrain de 150 m² entre 700 000 et 850 000 €, alors qu'au nord d'Aix-en-Provence, sur la commune de Puricard, à titre d'exemple, on trouvera une maison de 130 m² habitable sur une superficie de 800 m² entre 425 000 et 650 000 €, vais-je dire. Carole Bataillard, quel est votre ressenti pour les mois à venir ? Comment cela va-t-il évoluer selon vous ? Je pense que ce qui se passe actuellement va continuer, perdurer, si ce n'est qu'il va se poser le problème pour la population marseillaise de se loger. Il est très compliqué à l'heure actuelle pour un Marseillais de pouvoir accéder à la propriété ou même de trouver un logement en location. Donc on a un véritable problème. Merci beaucoup, Carole Bataillard. Merci. Philippe Deveau, bonjour. Vous représentez le FBTP 13 en tant que président d'honneur. Comment se porte le secteur sur notre territoire, bien évidemment ? On sait bien sûr la baisse de production de logements neufs, mais comment vous le vivez, vous, à l'intérieur de la profession ? Alors, je dirais 2021 fait suite à 2020, où on a vu une baisse de production globale de nos entrepreneurs de 15%. C'est énorme. Quand on voit qu'on avait des croissances de 1, 2, 3%, on a l'an dernier fait un break de 15%. Donc ça ne sera jamais récupéré par nos entreprises, ce qui les a effectivement mis dans une position moins confortable et plutôt inconfortable. Ensuite, la baisse effectivement d'activité, on la voit venir. Mais on a tous basculé de 2020 à 2021 avec un carnet de commandes qui n'a pas pu vraiment se produire en 2020. Donc on a mieux démarré l'année et on est actuellement avec une belle production, une belle activité. Mais ce n'est pas forcément pour ça que les choses vont bien. On craint 2022 et surtout, on a actuellement une embellie des prix qui fait que l'on n'arrive pas du tout à produire ce que l'on a vendu avec les moyens qu'on a. Le bois
entre 50 et 60% d'augmentation, l'acier 35% à peu près, et puis on pourrait dérouler tout le secteur de nos matériaux, ce qui représente à peu près 60% de ce que l'on vend quand même. La main-d'œuvre dans nos métiers, c'est entre 35 et 45%. Donc on voit qu'effectivement, on est dans une année en difficulté par cette hausse imprévue des prix et cet environnement financier qui nous complique la vie. Toute la profession s'inquiète de la hausse des prix des matières premières. Quelle est votre analyse ? Alors, notre analyse, c'est de dire que cela va durer. On en a pour au moins un an. C'est-à-dire que toute l'année 2021 va être carbonisée par ça. 2022, on pense qu'il va y avoir une certaine détente, parce que quand on a une période comme celle-ci, il y a la première phase qui est de l'angoisse. Donc tout le monde, comme quand il n'y a plus de riz, on parle de guerre ou de je sais pas quoi, on voit le riz qui disparaît, les pâtes qui disparaissent. Et bien chez nous, tout le monde a voulu être un peu prudent. Donc les entrepreneurs ont dit il faut qu'on achète, les fournisseurs ont dit il faut qu'on trouve. Et puis globalement, dès qu'il y a un dérèglement qui fait 5 ou 10%, tout bascule dans on ne peut plus, on n'a pas. Et forcément, on se retrouve avec une inflation importante dans nos matériaux qui va durer parce qu'il va falloir que l'on absorbe tout ça, il va falloir que les gens qui en ont abusé, parce qu'il y a vraiment de l'abus dans certains fournisseurs, soient capables de laisser passer le temps et qu'on revienne avec des considérations qui soient meilleures. On en a pour, je pense, jusqu'au premier trimestre 2022. Donc c'est extrêmement long. Je rappelle que les métiers de la construction ont des marges. Alors, je suis prudent malgré tout. Dans les petites entreprises qui travaillent avec les particuliers, il faut un peu plus de marge. Mais sur les chantiers qui sont un peu significatifs et qu'on voit un peu partout dans notre département et dans notre région, les marges sont très faibles. C'est 1,5%, 1%, 1,5%, 2% quand ça se passe vraiment bien. Et quand on compare ça avec des spots d'augmentation de 35 à 60%, alors ça ne fait pas tout. On ne fait pas que des produits qui ont beaucoup augmenté, mais les isolants ont beaucoup augmenté aussi. Bon, on est à vraiment une période qui va être compliquée. Donc on va encore assécher un peu nos entreprises. On les a asséchées en 2020, on les assèche un peu plus en 2021. Et en 2022, on voit une activité qui va baisser, comme on a dit tout à l'heure. Donc on n'est pas dans une projection intéressante. On nous avait dit en 2020, septembre on va dire, 2021 bien. Une croissance, on va faire 5-6% de croissance dans le BTP. 2022 bien, on va faire 6-7% de croissance dans le BTP. Cette année, on va la faire, la croissance. 2022, on ne la fera pas. Mais on a un événement prix qui nous perturbe tout ça. Merci beaucoup, Philippe De rien. Merci à toutes les fédérations pour cet éclairage instructif qui, j'en suis sûre, sera fort utile à tous les professionnels. Il ne me reste plus qu'à vous donner rendez-vous pour la présentation publique qui, cette fois, aura lieu en présentiel. Ce sera le 12 octobre prochain sur le site de The Camp. L'OIP compte sur vous.